tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la saison 2020 de Formule 1. Hier, c'était le Grand Prix d'Autriche. On va faire le grand débrief de ce Grand Prix d'Autriche. Le format a un peu changé par rapport à l'année dernière où on faisait pilote au top, pilote, enfin les bleus, les pilotes au top, les pilotes un peu moyens, les pilotes bonnet d'âne. Ces 4 catégories restent, mais on va en fait noter, je vais donner une note sur le Grand Prix à tous les pilotes qui ont participé. Et on va essayer de faire des débriefs un peu plus courts que l'année dernière. L'année dernière, on était souvent au-delà de 25 minutes. Là, on va essayer de les faire entre 15-20 minutes. Vous savez ma proportion à dépasser les timings que je me donne en début de vidéo, mais essayer de ne pas faire plus de 25 minutes pour un débrief de Grand Prix. Résumé un petit peu global de ce Grand Prix. Ça a été un Grand Prix animé. Même si pendant les 30 premiers tours, on a eu quand même une grande procession, pas mal de... Il se passait pas grand-chose, on sentait qu'il y avait, entre chaque voiture, on ne pouvait pas dépasser, il y avait un écart assez important. Domination de Mercedes sur cette course, grâce audace, mais grâce également à une voiture, à des adversaires qui ont fait des erreurs et qui n'étaient pas au top. Ferrari au fond du trou en termes de performance, McLaren au top, Racing Point qui a l'air d'être pas mal, mais il va falloir encore travailler un petit peu sur la voiture. Et puis du côté des Français, c'est mitigé, on va dire. Il y a eu du bon et du moins bon sur ce premier Grand Prix de la saison sous le Covid-19, avec une procédure assez compliquée. Et puis pas mal d'abandons également sur ce Grand Prix. C'est depuis 10 ans, on n'avait pas vu 11 voitures simplement à l'arrivée. Donc ça remonte à très longtemps pour avoir autant d'abandons sur un Grand Prix. Allez, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on parle de tous les pilotes français et on commence avec Pierre Gasly. C'est le pilote qui a eu le meilleur week-end, on va dire, chez les Français. Ça avait pas très bien commencé vendredi pour Pierre Gasly. Je vais donner la note tout de suite, qui a 13 sur 20 hein, globalement sur tout le week-end. Pas facile le vendredi parce que les Alpha Tauri étaient pas extrêmement bien. On sentait qu'il y avait un manque de rythme globalement pour les deux voitures, que ce soit Kvyat et Pierre Gasly. Le samedi, il a passé l'accélération, il a accéléré le rythme avec un samedi où il fait 12e en qualification. Il ne s'attendait pas à être aussi bien en qualification. Il pensait rentrer en Q2, mais il ne pensait pas faire aussi bien en Q2, vu qu'il était juste derrière Sébastien Vettel. En course, il a profité des nombreux abandons devant lui. Il a eu un rythme globalement qui n'était pas exceptionnel, mais ils sont derrière McLaren Racing Point. Je dirais qu'ils sont au niveau de Renault, voire Renault est un petit peu devant. En fait, ils sont dans un monde où ils n'arrivent pas à choper Racing Point McLaren. Ils sont, je pense, un peu derrière Renault, mais ils sont largement devant Haas, Alfa Romeo et Williams. Donc ils sont un peu dans un entre-deux-mondes entre les équipes de bas de tableau et les équipes de milieu de tableau. Ils sont un peu entre les deux. À eux de travailler pour tenter de récupérer leur retard. Après, ils étaient quand même sur une piste qui demande beaucoup en termes de moteur, le Grand Prix d'Autriche, ce qui n'est pas forcément excellent avec le moteur Honda. Donc bon Grand Prix encourageant, 13 sur 20. Deuxième pilote français, on passe à Esteban Ocon. Esteban Ocon, 11 sur 20 pour le français. Week-end qui a été week-end de retour pour Esteban Ocon, un an sans Formule 1, un an en n'étant pas pilote officiel, il était pilote d'essai Mercedes, il a beaucoup roulé sur le simulateur, il est de retour maintenant en tant que pilote officiel, une attente qui a été encore plus longue, c'est-à-dire qu'il avait vraiment hâte de revenir à la Formule 1. Ça n'a pas été un week-end foncièrement facile, c'est pour ça 11 sur 20, ça se finit bien avec les points de la 8e place et plutôt un bon rythme en course. Bon rythme, surtout en deuxième partie de course. Il avait un peu de mal avec les softs, avec les pneus hard. Par contre, les pneus durs, ça allait plutôt pas trop mal du côté d'Esteban Ocon. Mais quand même, ça, il y a un problème sur son week-end à Esteban Ocon, c'est qu'il a été dominé par Ricciardo, sauf en EL3. Le samedi, il avait réduit un peu l'écart, mais si on regarde l'écart de temps, que ce soit en EL1 entre Ricciardo
et Esteban Ocon. Donc il y a 4 dixièmes. Ça oscillait entre 4 et 5 dixièmes pendant tout le week-end entre Ricciardo et Ocon en termes d'écart. Même en course, Ocon était derrière Ricciardo jusqu'à l'abandon de celui-ci. Donc qualif moyenne, 14e. Je pense qu'il s'attendait à mieux quand même. Il s'attendait à être à la porte de la Q3, mais pas être aussi loin. Et puis en course, 8e. Mais grâce aux abandons, il va falloir progresser en termes de rythme pour Esteban Ocon, de rythme de course. C'était déjà parfois un peu son souci chez Racing Point. C'est un pilote qui est fiable, ça c'est sûr. Maintenant, en rythme de course, là, il va falloir qu'il passe un cap. On va l'attendre assez vite chez Renault face à Daniel Ricciardo. Surtout, on va l'attendre parce que l'année prochaine, techniquement, c'est lui le leader. Enfin, pour le moment, ça serait lui le leader. Surtout si son coéquipier, c'est par exemple Lundgaard ou Gumanziu, ça sera lui le leader. Donc, on attend de lui qui progresse, mais très vite. Et déjà, lors du prochain week-end, va falloir qu'il soit performant. Et puis on finit avec Romain Grosjean. 6 sur 20 pour Romain Grosjean. Week-end extrêmement difficile pour le pilote français. C'est pas dû non plus simplement... C'est pas simplement à cause de lui, c'est la voiture. Et l'équipe, c'est Haas. Abandon en course sur problème de frein. Qualif 15e, problème de frein en essai libre 1 où il a quasiment pas pu rouler non plus, donc il a perdu pas mal de temps en essai libre 1. Bon, du côté de Romain Grosjean, je pense qu'il ne pourra pas évoluer tant qu'il restera chez Haas. On a bien compris que du côté de chez Haas, on a même des doutes à continuer en F1. Du côté de chez Haas, ça a été prononcé par Günther Steiner, le directeur de l'équipe. Et de toute façon, tu t'aperçois que c'est une équipe qui aujourd'hui ne progresse pas. Elle stagne véritablement. Les problèmes de frein, c'est un problème qui est récurrent chez Haas. Depuis leur début, ils avaient changé de fournisseur de freins. Je crois qu'au départ, ils étaient chez Brembo, ils étaient passés chez Carbon Industries, ou je ne sais plus si c'était l'inverse, à cause d'énormes problèmes de frein. L'année dernière, c'était un problème qui n'était pas apparu lors des différentes courses. Là, c'est revenu. De toute manière, il n'y a pas que des problèmes de frein. La voiture n'est toujours pas bonne. Les pilotes disaient qu'elle était très inconstante comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a du mal à cerner la voiture. Or, Haas nous avait dit en début d'année qu'ils avaient réglé ces problèmes-là en changeant le fond plat. Il semblerait que soit le problème venait du châssis et ils n'ont pas changé le châssis, soit c'est qu'ils n'ont pas changé le fond plat non plus et que c'est un problème juste de travail effectué par Haas. Après voilà, c'est Haas, c'est-à-dire que je le dis depuis, je l'avais dit lors de mon débrief de fin de saison de cette équipe, c'est une équipe qui aujourd'hui a énormément de problèmes à évoluer, à s'améliorer, elle régresse même, et puis là de toute manière elle n'a pas été aidée non plus par le moteur Ferrari, qui est en régression ce moteur Ferrari, mais on en parlera peut-être un peu plus quand je viendrai à Charles Leclerc, mais voilà, 6 sur 20. Pourquoi 6 sur 20 et pourquoi pas une note un peu plus faible de la part de Romain Grosjean? Tout simplement parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'il a été devant Magnussen quasiment tout le week-end alors qu'il a perdu la première séance d'essai libre et que ça c'est une bonne chose pour la suite de la saison. Il va falloir également qu'il soit devant Magnussen parce que il joue un petit peu son futur en Formule 1 cette année, Romain Grosjean, surtout quand Haas dit peut-être que l'année prochaine on va prendre un pilote payant pour tenter de gagner de l'argent, un peu d'argent avec la Formule 1. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté des pilotes au top, on commence bien entendu par Valtteri Bottas, vainqueur du Grand Prix, pole position, quasiment le week-end parfait. Il a raté le hat-trick parce qu'il n'a pas réussi à faire le record du Tour. Très bon week-end de la part de Valtteri Bottas. C'est assez régulier chez Bottas après de bien débuter la saison. Il a déjà gagné en Australie par exemple. Après, du côté de Bottas, c'est de voir comment il va réussir à poursuivre cela. Mais c'est peut-être même une chance pour lui d'avoir un week-end, un championnat raccourci. Parce que c'est un pilote qui souvent a des fins de championnat très difficiles, alors qu'il a souvent un ventre mou à un moment dans son championnat où il a du mal à prendre des points, où il a du mal à être performant à un moment en plein milieu du championnat. Et le fait que ce championnat-là soit plus court, peut-être que cette période-là, un petit peu de vache maigre, va diminuer énormément.
19 sur 20, pole victoire, ça reste un prétendant à la victoire, ça reste peut-être même le seul prétendant à la victoire, à battre Hamilton pour cette 7e couronne mondiale, tant on voit ces Mercedes largement au-dessus du lot avec ce système DAS. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le DAS, c'est un système de direction sur 2 plans, c'est-à-dire que le volant se tourne gauche-droite normalement, mais si vous poussez le volant, eh bien vous changez l'angle de pincement au niveau des roues, ce qui permet de faire chauffer plus ou moins les pneus, d'avoir plus ou moins d'adhérence, et ce qui permet surtout d'aller plus vite en ligne droite, parce que quand on met de l'angle de placement, on crée du frottement au niveau du pneu par rapport un petit peu à d'autres éléments, c'est-à-dire qu'on freine un petit peu, le pneu est légèrement freiné, il y a un petit peu de frottement, parce que le pneu, au lieu d'être droit, d'être parallèle, il est légèrement tordu. Voilà, c'est ça, l'angle de pincement. Il est légèrement pincé en fait. Donc le pneu est légèrement tordu, donc ce qui fait que en fait, la voiture a du frottement pour aller en ligne droite. Avec le système DAS, donc vous avez plus d'adhérence en virage parce que vous pouvez mettre cet angle d'inclinaison, et vous avez plus de vitesse en ligne droite parce que vous pouvez enlever cet angle de pincement, ce qui fait que vous n'êtes plus obligé de faire un compromis en termes de réglage, donc forcément vous allez plus vite. On l'a vu en qualification, que ça soit Bottas ou Hamilton, dans le secteur 2, qui est un secteur technique où normalement on devrait être un peu plus en difficulté avec les Formule 1, et bien là ça allait très très vite, elles étaient collées au sol, c'était un rail, elles étaient vraiment sur un rail. Alors après, pourquoi 19 sur 20 pour Bottas? C'est le problème de capteur, parce que ça c'est quand même inquiétant, dès le 30e tour, dès le 25e, 30e tour, on leur indique assez vite qu'il y a qu'il faut qu'ils fassent attention à la voiture. Au départ, on leur dit de faire attention à la voiture. Assez vite en course, on leur dit de faire attention à la voiture. Et après l'abandon de Stroll, il intervient, c'est au moment du safety car, du premier safety car, donc c'est vers le tour 31, où là on leur dit de ne plus monter sur les vibreurs. Et après on leur dit, il y a même James Allison, je crois, qui parle à la radio, qui leur dit très clairement, il y a un énorme problème sur la voiture, c'est un problème critique. Il y a un capteur de boîte de vitesse qui était déficient et qui pouvait faire arrêter à tout moment la voiture. Donc il fallait passer le moins possible sur les vibreurs, parce que c'est les vibreurs qui débranchent un petit peu les capteurs. Donc c'était vraiment... Voilà, c'est pour ça que c'est inquiétant, parce que je pense pas que c'est un problème qui puisse résoudre dès le prochain Grand Prix, le Grand Prix de Styrie. Donc il va falloir le patch, je pense, arrivera pas avant Hungaroring, voire même après. Donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir faire 3 Grands Prix, encore 2 Grands Prix là, avec ces problèmes-là techniques, ce qui va pas être facile à gérer au Hungaroring, parce que ne pas monter sur les vibreurs au Hungaroring, vous perdez énormément de temps, et les vibreurs sont plutôt assez agressifs au Hungaroring. Donc il pourrait y avoir des soucis pour finir certaines courses du côté de chez Mercedes, et donc c'est pour ça que c'est inquiétant, vu que cette année un abandon va coûter très très cher sur la saison. On continue avec Charles Leclerc, 17 sur 20 pour Charles Leclerc, 7ème en qualif, week-end catastrophique en termes de rythme du côté de chez Ferrari. Il n'y avait vraiment aucun rythme du côté de l'équipe Ferrari. Malgré tout, pourquoi 17 sur 20? Parce que petit miracle en course, il finit 2ème. Il perd donc peu de points par rapport à Bottas, il est même devant Hamilton. Donc dans l'optique du championnat, c'est plutôt bon. Malgré tout, ne vous attendez pas à ce que Ferrari joue le championnat. Regardez le nombre de catastrophes qu'il a fallu qu'il se produise pour que Leclerc soit 2ème. Il a fallu que Pérez se rate dans sa stratégie. Il a fallu que Norris gère un petit peu sa fin de course pour monter sur le podium. Il a fallu que Hamilton défausse Albon. Donc il a fallu que Albon s'arrête. Il a fallu que Verstappen abandonne. Il a fallu tout ça pour qu'au final, ils finissent 2ème du Grand Prix. Pendant tout le week-end, aucun rythme. Il y a, je sais plus, c'est la séance 2 L3, je crois, où ils sont 8 et 12, un truc comme ça. Vraiment aucun rythme. La Ferrari est maldée. Elle va moins vite en ligne droite que l'année dernière. On nous dit parce qu'ils ont rajouté de l'appui sur la voiture. Oui. Il y a aussi un problème de moteur, c'est-à-dire qu'on sait que le moteur Ferrari était limite de l'égalité, c'est-à-dire que voilà, il contournait la réglementation au niveau du débitmètre, on a changé les débitmètres, ce qui fait que le moteur est devenu vraiment, il est sans puissance, ce moteur, et ça pose un véritable problème. On l'a vu, hein, les seules voitures qui ont régressé d'une année à l'autre, ce sont les voitures avec moteur Ferrari, et c'est le cas de Leclerc. L'année dernière, pole position
Une 0,3, ce qui l'aurait placé avec son temps de l'année dernière, 3e sur la grille de départ, juste derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, avec son temps de l'année dernière. Cette année, il a fait une 0,3,923, c'est-à-dire qu'il a quasiment perdu une seconde par rapport à son temps de 2019. C'est énorme, surtout sur un circuit qui est tout petit, comme le Red Bull Ring, qui est le circuit où on fait les chronos les plus petits en termes de temps, c'est-à-dire qu'on tourne en 1,02, ce sont les chronos les plus petits, voilà, c'est là où on tourne avec les chronos les plus rapides. Donc c'est vraiment inquiétant pour la suite de la saison du côté de chez Ferrari, et donc 17 sur 20, mais pour la performance de Leclerc, pas du tout pour la performance de la Ferrari. Pareil pour Norris, 17 sur 20 aussi. Premier podium de sa carrière pour le pilote britannique devant Sainz pendant tout le week-end quasiment, sauf en EL1, avec en plus 3 à 4 dixièmes d'avance pour Norris pendant quasiment tout le week-end. Donc ça c'est vraiment également très très bien pour lui. Il a confirmé le potentiel qu'on voyait en F2 chez lui et le potentiel qu'on avait entreaperçu l'année dernière, même si c'était pas assez régulier pour moi en course. Il avait eu également quelques problèmes moteurs, hein. Lando Norris par exemple à Spa où il avait eu un problème technique. Meilleur tour en course également pour lui ce week-end. Donc on s'aperçoit que McLaren, j'avais dit en présentation de cette course que je me demandais s'ils étaient encore la 4e force du plateau. Eh bien oui, parce que c'est peut-être plus la 4e force du plateau, mais peut-être la 3e force du plateau quand on voit le niveau de Ferrari sur cette première course. Donc du côté de Norris, bonne stratégie également, hein. Les hommes de McLaren ne se sont pas plantés, ils ont changé pour Norris les pneus au bon moment. Pour Sainz, c'est une petite erreur qui aurait pu lui coûter très très cher. Mais voilà, c'est vraiment un bon Grand Prix pour lui. C'est un pilote fiable, on l'a vu déjà l'année dernière, c'est la nouvelle pépite de la Formule 1, c'est le nouveau crack de la Formule 1. Après, on essaiera de voir sur la suite de la saison, parce que bien entendu, la saison 2, la confirmation est toujours plus difficile que la révélation pour un jeune pilote. Et puis on finit pour ces pilotes au top avec Carlos Sainz, 15 sur 20 pour Carlos Sainz. 5e en course, voilà, on a la limite entre le week-end bon et puis le week-end un peu moyen pour Carlos Sainz. 15 sur 20, mais parce que j'ai été gentil. Parce que pour McLaren, une 5e place, c'est un bon classement. Malgré tout, devancé pendant tout le week-end par Lando Norris, et avec un écart assez important quand même, 4 à 5 dixièmes d'écart entre les deux voitures. Et puis, il y a eu cette erreur stratégique, déjà au niveau de l'arrêt au stand. Erreur également parce qu'il s'est bagarré avec Norris et que le podium se joue à 2 dixièmes avec Hamilton, alors qu'il aurait dû laisser Norris seul et ne pas se bagarrer avec lui. Il aurait peut-être même pu finir 4e devant Hamilton. Donc c'est un week-end moyen. Il faut pas qu'il s'endorme, Sainz, malgré le fait qu'il a un contrat pour l'année prochaine chez Ferrari, parce que ses résultats de cette année vont énormément jouer dans la relation qu'il aura avec son équipier. S'il fait des bons résultats cette année, forcément au niveau de l'équipe, au niveau des ingénieurs et tout ça, il aura plus de poids pour faire pencher pour les améliorations de la voiture, pour l'idée globale de cette voiture, pour faire des évolutions pour lui et pas simplement pour Leclerc. S'il a des résultats un peu moyens, ça sera plus difficile pour Sainz pour tenter d'avoir des évolutions importantes. On passe aux pilotes moyens. Je vais même pas mettre de petit générique pour les pilotes moyens parce que j'ai toujours pas d'idée pour le générique des pilotes moyens. On va aller assez vite pour les pilotes moyens. On va commencer par Hamilton, week-end difficile pour Hamilton, 10 sur 20. Pourtant, ça avait bien débuté pour Hamilton avec un bon début de week-end. En qualif, ça se passait plutôt bien en Q1 et en Q2. On le sentait même un peu devant Bottas. Il a été devant Bottas pendant une grande partie du week-end, hein. En plus, avec un écart qui était plutôt important. Il y avait 1 dixième et demi. Ce qui est plutôt important entre les deux parce que Bottas est souvent plus serré. En plus, on sait que Bottas commence toujours bien les saisons, donc c'était assez surprenant. Tout allait bien jusqu'en qualif où il améliore son chrono sous drapeau jaune, ce qui fait qu'il perd 3 places sur la grille de départ. Donc déjà une pénalité qui lui est infligée, c'est ce qu'on appelle la pénalité Verstappen. C'est ce qui s'était passé du côté du Mexique l'année dernière. Et puis en course, il avait le rythme pour se battre normalement avec Bottas.
il aurait dû battre Bottas, je pense, en fin de Grand Prix. Il en avait au moins la capacité d'aller à s'attaquer à Bottas. Mais voilà, il fait une erreur en rentrant dans Alex Albon, alors que je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt pour lui à aller chercher Alex Albon. Il perd, je dirais, 2 places dans cette manœuvre, et ça lui coûte très très cher pour la suite du championnat. Donc c'est une déception pour lui. Et c'est la deuxième fois qu'il coûte un podium en plus Alex Albon, parce que je vous souviens, je vous rappelle du Grand Prix du Brésil l'année dernière, où c'est déjà lui qui coûte le podium à Albon, et à peu près de la même manière. C'est-à-dire il surpilote, il force un peu par rapport à Albon. À part que là, les situations étaient inversées. Là, sur ce Grand Prix d'Autriche, c'est Albon qui dépassait Hamilton, alors que c'était Hamilton qui dépassait Albon lors du Grand Prix du Brésil. Mais dans un virage pas simple, où il y a peu de place, eh bien, il y a quand même des choses assez similaires. Et c'est quand même pas top de se faire un ennemi pour la suite de sa saison. Parce que pour jouer un titre de champion du monde, il faut mieux éviter d'avoir des ennemis dans le paddock. Alors Serge Schumacher, ça ne le gênait pas, mais c'est jamais simple de jouer un championnat du monde quand vous avez la moitié du paddock qui est contre vous. Et Hamilton, je suis pas sûr qu'il ait que des amis en ce moment du côté du paddock. On a parlé de Grosjean, mais Grosjean s'est plaint du salaire de Hamilton. Enfin, il y a plein de choses qui font que ces prises de parole en dehors du monde du sport automobile commencent un petit peu à énerver. Le fait qu'il ait un peu forcé tout le monde à poser le genou à terre également avant le début du Grand Prix, ça n'a pas plu. Et par exemple, Charles Leclerc n'a pas voulu poser le genou à terre. Il a donné ses raisons, comme Verstappen. On sent que Hamilton n'est plus en terrain conquis comme l'année dernière du côté de la Formule 1, et qu'il va falloir qu'il se concentre également sur la course, parce que c'est bien de parler dans la presse, de dire beaucoup de choses, mais là j'ai senti pendant tout le week-end qu'il n'avait pas la tête dans le Grand Prix, qu'il avait plutôt la tête ailleurs. Et ça, quand Hamilton a la tête ailleurs, ça nous rappelle face à Rosberg quand il avait perdu en 2016, ou après son titre de champion du monde en 2009, où il avait réalisé une saison très médiocre. On continue avec Sergio Pérez. Pourquoi dans les pilotes moyens Sergio Pérez 11 sur 20 sur son week-end? Parce que c'est presque décevant vu les performances qu'avait réalisé Racing Point cet hiver. Alors, on sait les performances sur des essais hivernaux, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, l'essence dans les voitures, les programmes que réalisent les pilotes, les pneus utilisés, le nombre de tours qu'ont chaque pneu. Mais les voitures avaient l'air d'être performantes, surtout très stables, comme la Mercedes. De toute façon, c'est une copie de la Mercedes, ça, il n'y a pas de doute à avoir. Mais au final, en course, ça a été moins bon. La qualif 6e, mais à 9 dixièmes quand même de la voiture de tête. On ne pensait pas qu'il y aurait un écart aussi important. Et donc à 3 dixièmes de Red Bull, ce qui est aussi pas top, et simplement 6e, c'est-à-dire derrière les deux McLaren. Et puis ensuite, une 6e place en course à cause d'une erreur stratégique énorme. On lui a mis des médiums alors que tout le monde a roulé avec des hards, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à les emmener au bout, malgré beaucoup de safety cars. Je m'étais dit, c'était peut-être la bonne idée à un moment, parce qu'il y avait énormément de périodes derrière la voiture de sécurité, et donc forcément ça aide les pneus à rester performants. Mais on a vu en fin de course qu'il avait plus du tout de rythme par rapport au pilote qui le dépassait. Il réussit à résister en fin de Grand Prix, donc il se fait dépasser par Carlos Sainz, par Hamilton, et résiste de très peu à Pierre Gasly. Il y a 1 seconde de 5 entre les deux, alors que Gasly n'avait pas un rythme non plus incroyable lors de ce week-end de course. On continue avec Stroll, 12 sur 20, qualif 9e. Pourquoi un point de plus que pour Perez? C'est qu'il a réalisé un week-end solide, et que du côté de Stroll, c'est plutôt rare, un week-end solide. L'écart avec son équipier Perez était plutôt important en début de week-end, et puis ça s'est réduit au fur et à mesure du week-end, donc c'était plutôt pas trop mal pour lui. Et donc il doit continuer comme ça, Lance Stroll. On poursuit avec George Russell, 13 sur 20 pour George Russell. C'est une excellente note pour Williams. Pourquoi? Parce que équipe au fond du trou, au fond du gouffre, on pensait que ça allait être difficile, mais il a enfin une vraie voiture. Il a dominé Latifi pendant tout le week-end. Il lui a collé 1 seconde, pas d'erreur.
problème mécanique, ce qui est dommage parce que les points étaient jouables pour Williams, mais ça veut dire que plus tard dans la saison, les points seront régulièrement jouables. Ils sont revenus au niveau des équipes de bas de tableau. L'année dernière, ils étaient vraiment seuls au monde. Ils étaient à 1 seconde et demie, 2 secondes de tout le monde. Là, ils sont dans les chronos d'Alfa Romeo, ils sont dans les chronos de Haas. Donc ils pourront se bagarrer toute la saison avec ces équipes-là. Et peut-être que s'ils progressent au niveau de la performance, peut-être monter dans cette hiérarchie en Formule 1. Et puis on termine avec les pilotes moyens avec 2 pilotes. Ricciardo, 10 sur 20. En qualif 10e, il a réussi à passer en Q3 devant Vettel, ce qui est quand même pas n'importe qui. Début de course un peu difficile comme Ocon, et puis abandon très rapidement à cause d'une crainte au niveau du système de refroidissement du côté de chez Renault. On attend mieux quand même encore de la Renault, de Ricciardo, on attend mieux et qu'une 10e place, on attend qu'il soit capable de se battre avec les McLaren, et là ils étaient en retrait par rapport aux McLaren et au Racing Point, et Ocon était derrière Pierre Gasly, mais Ricciardo n'était pas vraiment devant, il n'y avait pas un écart énorme à son avantage face à Pierre Gasly, donc peut-être qu'en fin de course ça aurait été compliqué pour lui. Et puis on termine avec Giovinazzi, 11 sur 20, il marque 2 points de Giovinazzi parce qu'il est 9e. Ok, c'est un peu comme Charles Leclerc, c'est un petit miracle, vu les performances d'Alfa Romeo. Heureusement qu'il y a eu beaucoup d'abandon devant lui. Il finit quand même devant Vettel, ce qui n'est pas n'importe quoi, alors que Vettel lui a mis la pression pendant une partie du Grand Prix. Il faut le signaler aussi. Certes, Vettel a quand même fait un tête à queue en course. Bon début de course pour Giovinazzi, un peu du mal sur les fins de relais. Il y a un moment, il se fait dépasser par Raikkonen, et puis même en fin de course, il a un peu plus de mal. Malgré tout, la voiture n'est pas du tout performante, très rapide en ligne droite, cette Alfa Romeo, parce qu'elle elle éjecte l'air très rapidement, cette voiture, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'appui du tout, un peu comme l'année dernière, et que ça commence à être inquiétant parce que c'est une équipe qui stagne depuis 2 saisons. Par rapport à ses résultats de 2018, eh bien c'est sûr qu'on n'a pas vraiment d'évolution du côté de chez Sauber, alors que pourtant en 2018, Sauber Alfa Romeo c'était les débuts de cette équipe, que les moyens n'étaient pas vraiment élevés, alors que cette année les moyens sont beaucoup plus importants. On passe au bonnet d'âle rapidement parce qu'au final cette vidéo va faire 30 minutes, contrairement à ce que j'avais dit. Vettel 0 sur 20. Voiture qui ne marche pas, il surpilote comme un débutant, d'où le tête à queue en course. Il n'a rien appris de sa saison en 2014 chez Red Bull où ça avait été difficile. Et donc il fait les mêmes erreurs qu'en 2014 face à Ricciardo. Et puis on a appris également qu'il discutait avec Red Bull, parce qu'il l'a fait de manière absolument pas discrète dans le paddock. De toute manière, pour moi, s'il continue à rouler de cette manière, à être dominé par Charles Leclerc, il n'aura ni un volant chez Renault, ni un volant chez Red Bull, ni un volant dans n'importe quelle équipe en Formule 1 en 2021. Il va falloir vraiment qu'il s'améliore dans les semaines à venir, à part peut-être pour remplacer Raikkonen chez Sauber Alfa Romeo, parce que je ne suis pas sûr que Raikkonen continue l'aventure si la voiture n'est vraiment pas plus performante. On continue avec Raikkonen, 4 sur 20, éliminé en Q3, dernière ligne avec Latifi. Pour une dernière ligne qui était étonnante, on avait un premier Grand Prix pour Latifi, le 313e je crois pour Kimi Raikkonen, donc un écart, c'était le grand écart en termes d'expérience. Bon, j'ai l'impression que cette année le seul record qu'il va battre c'est le record du nombre de participations à un Grand Prix de Formule 1. Aucun rythme, un abandon dû à un problème au niveau de l'arrêt au stand, au niveau de l'écrou. C'est même un problème qui semble assez étonnant parce que c'est l'écrou qui a l'air d'avoir sauté, c'est pas l'écrou qui a été... L'écrou a été mal mis en fait. Il a été serré mais mal mis. Voilà, il a été mis un peu tordu, je dirais. Mais pendant tout le week-end, on l'a senti effacé. Et encore une fois, il est derrière Giovinazzi. Il commence à s'impatienter et je suis pas sûr qu'il continue chez Sauber. Très clairement, à la fin de l'année, je pense que c'est un pilote qui est en partance. Latifi 3 sur 20. Tout simplement parce que c'est pas mieux que Kubica. Il a tourné à 1 seconde de George Russell pendant tout le week-end. Le problème, c'est que contrairement à Kubica, lui, il n'a pas de circonstances atténuantes. Kubica, on lui donnait pas les meilleures pièces. Il voulait une seule palette au volant parce qu'il a un bras qui avait une mobilité réduite. On lui a donné 6 mois trop tard. Là, pourtant, et quand il l'a eu, en plus, cette palette au volant, il a été beaucoup plus performant, Kubica.
il n'a pas grand chose à dire. Heureusement que son père a de l'argent et qu'il finance aujourd'hui Williams. Kvyat 7 sur 20, devancé par Gasly pendant tout le week-end. Alors certes, l'écart n'était pas énorme, mais c'était quand même un écart d'un dixième et demi. Course difficile, crevaison. Il était pendant toute la course à 3-4 secondes de Gasly, mais il n'arrivait pas du tout à remonter sur lui. Donc voilà, c'est un peu décevant pour lui, surtout qu'il joue gros en 2021, lui aussi, pour conserver sa place. Parce que, admettons que Vettel revienne chez Red Bull, Albon descendrait peut-être chez Toro Rosso, et donc là, je pense que c'est Kvyat qui dégagerait. Magnussen, 4 sur 20, bon, c'est un peu comme Romain Grosjean, vous avez d'un côté Haas déjà qui ne fait pas du très bon travail. Il a été devancé quand même dans les moments importants par Romain Grosjean, la voiture est inefficace, les problèmes de frein. Malgré le fait qu'il ait une séance d'essai libre de plus que Romain Grosjean, ça ne lui a pas permis de finir devant le pilote français. Albon et Verstappen, 7 sur 20 pour Albon, 8 sur 20 pour Verstappen. Alors du côté d'Albon, il joue le podium parce qu'il a une très bonne stratégie. Sinon, il n'aurait pas joué le podium, il aurait fini derrière Norris. Abandon quand même pour les deux voitures sur des problèmes techniques. Je suis pas sûr que le problème technique d'Albon soit vraiment dû à son contact avec Hamilton, parce que c'est pas non plus un contact hyper violent, mais voiture fragile. Et c'est inquiétant, c'est que c'est dommage pour ces deux pilotes-là. C'est contrairement à Ferrari qui marque des points alors que la voiture ne marchait absolument pas. Eux, ils n'ont pas marqué de points alors que la voiture marche très très bien et qu'ils auraient dû prendre de l'avance par rapport à un retour potentiel de Ferrari, peut-être à partir du Hungaroring. Quand la nouvelle évolution de cette voiture, la version B, ça sera quasiment une voiture complètement nouvelle du côté de chez Ferrari, arrivera du côté du Hungaroring, du côté de la Scuderia. Donc c'est sûr que c'est un peu dommage. Donc 7 sur 20 pour Albon, 8 sur 20, un point de plus pour Verstappen parce qu'il était dans le coup. C'était le seul pilote qui pouvait battre les Mercedes lors de ce week-end. On finit comme d'habitude un débrief très rapidement avec le classement. Je vais même pas le mettre à l'écran. Du côté du classement pilote, c'est Bottas qui est devant Leclerc, Lando Norris qui a 16 points grâce aux points supplémentaires, Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Et du côté du classement constructeur, Mercedes devant McLaren, Ferrari et Racing Point Alpha Tauri. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour débriefer le Grand Prix de Styrie. Ça sera donc dans une semaine. Et puis d'ici là, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!